Madame, Monsieur, merci de vous joindre à nous pour ce nouveau rendez-vous du commentaire et de l'analyse sur l'actualité. Les sujets auraient dû être au cœur de la propagande électorale des candidats présidents et probablement aussi députés nationaux, mais à peine est-il abordé et souvent d'ailleurs de manière anecdotique. En tout cas, chaque jour qui passe, la République démocratique du Congo enregistre des centaines de morts dans sa partie Est. Comment comprendre les causes de la guerre qui endeuille la partie Est de la RDC depuis plus de 3 décennies? Nous allons aborder cette question avec mon invité, Maître Thomas Kamakolo. Merci d'avoir accepté notre invitation, Maître. Merci beaucoup et à vous surtout de m'avoir invité. C'est un honneur de pouvoir partager votre plateau. Vous êtes président du collectif Grand Lac en danger. Et généralement, lorsqu'on est dans la partie ouest de la RDC, on n'a pas cette perception de la vie de l'Est de la RDC où se retrouvent justement les Grands Lacs. Est-ce à dire que vous vous sentez proche de la partie Est du pays? Non, pas du tout. Je me sens proche des Congolais. Proche, je veux dire, du point de vue biologique ou de votre naissance. Ah non, pas du tout. Peut-être que je suis né à Nyakoundé, puisque mon père était procureur et qu'il est en pleine mission de service. Je suis né du côté Est, mais mon père il est du lac Maïndombe. Donc par conséquent, moi également, je suis du lac Maïndombe. Donc je ne sais pas pour ceux qui vont les reconnaître, je suis Moussakata. Donc je n'ai aucun lien, ma mère n'est pas de là, ma mère est de la province orientale, donc elle est Moussoko. En fait, maintenant c'est la province de la Mongala. Voyez-vous, donc je n'ai aucun lien du tout, pas du tout avec l'Est. En dehors du fait que nous nous préoccupons tous comme vous, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs vous avez tenu à ce que ce sujet de la sécurité dans l'Est, de la paix dans l'Est et des morts à l'Est soit abordé dans votre émission. Parce que vous estimez que c'est une question qui aurait dû être abordée vraiment, même amener les causes, l'étude de ces causes profondes de ces guerres, devait être les causes, en fait, même les thèmes principaux de cette campagne. Effectivement, mais parce que à quoi bon faire une propagande électorale aussi longtemps qu'on ne sait pas comment est-ce que le pays va sortir de manière claire de ces cycles de violence depuis 30 ans maintenant, c'est quand même assez compliqué. Donc c'est une question qui nous préoccupe tous. Comme ça vous préoccupe, ça me préoccupe. Nous avons, dans le cadre de notre collectif de Grand Lac en danger, commencé à réfléchir à cette question depuis très longtemps. J'ai même dit depuis que nous étions étudiants. Ce qui fait que nous avions eu, dans notre étude, en tant qu'étudiants, et après la carrière académique, nous avions eu à étudier cette question, à faire des voyages là-bas, pour essayer de comprendre les tenants et les aboutissants de ces conflits. Et c'est ce qui est à la base de la création de ces collectifs. D'accord, justement les collectifs, parce qu'il est collectif, la plupart du temps, c'est des terminologies utilisées par les avocats. Il est composé que des avocats, il est composé de qui, pour faire quoi? Non, il y a des avocats, il y a des journalistes, il y a des intellectuels, il y a des gens qui pensent, comme nous, qu'on devrait, en principe, non pas résoudre ces problèmes rien qu'avec des bombes, mais les résoudre profondément en comprenant quels en sont les ressorts au niveau vraiment les plus profonds de la crise. Parce qu'il y a un mal-être, il y a un mal-vivre. C'est toutes ces personnes qui constatent qu'il y a un mal-vivre ensemble à l'Est qui perdure et qui est en fait le foyer de toutes ces tensions répétitives. Vous allez voir qu'il y a comme une récurrence. Nous sommes partis par exemple de l'AFDEL, ça a donné RCD, ça a donné CNTP, ça a donné M23 phase 1, M23 phase D. Ne soyez pas étonnés que M30 sort parce que les 30, on a connu des massacres par exemple de Ouazalendo, le 30 novembre. Ne soyez pas étonnés qu'il y ait un M30 qui naît. C'est-à-dire que l'Est est devenu l'œil du cyclone et c'est devenu l'homme malade du Congo. On devait tous s'y pencher. Et c'est bien qu'il y ait des Congolais, comme vous, comme moi, des gens qui se soucient de cette situation, dans ces conditions
dans le contexte actuel où tout le monde est préoccupé par la conquête ou la conservation du pouvoir. Justement, autant le dire tout de suite, vous n'êtes pas candidat au processus électoral en cours, bien entendu. Non, non, pas du tout. Nous reviendrons également avec vous sur la question identitaire qui semble sous-tendre ces cycles de violence dans les Grands Lacs. Alors, Maître Thomas Kamakolo, on va se plonger dans l'histoire avec vous pour constater qu'au départ de ces cycles de violence qui a endeuillé les Grands Lacs, il y a une forme de quête, on va dire des renouveaux ou quête démocratique en Ouganda, au Rwanda, au Burundi et en RDC à l'époque Zaïre. Est-ce que la démocratie et donc la paix peut-elle engendrer la guerre que nous connaissons actuellement? Oui, dans une certaine mesure. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs phases. Quand vous regardez dans l'histoire, il y a la première phase où le Congo, dans les années 60, à partir de la fin des années 60 jusqu'à dans les années 89, a connu des périodes de dictature. Il y a eu des régimes dictatoriaux presque dans tous les pays de l'Afrique, et notamment des Grands Lacs, parce que déjà au Rwanda, on avait un dictateur, au Congo, on avait un dictateur, au Burundi, on avait un dictateur, en Ouganda, ainsi de suite. C'est une période, curieusement, vous allez le constater, qui a été marquée par une certaine paix à l'Est. Il n'y a pas eu vraiment de conflagrations généralisées, des conflits meurtriers avec autant d'atrocités. En tout cas, avec autant d'atrocités. C'est-à-dire qu'on n'a pas connu des centaines de milliers de morts ou des déplacements massifs des populations, des mouvements transfrontaliers pendant plus ou moins 30 ans. Mais cela est dit à quoi? Au fait que les pouvoirs dictatoriaux avaient quand même un avantage, c'est que c'était des États forts. Vous comprenez? Et je prends l'exemple de notre président ancien, Mobutu, c'est-à-dire que les gens ne s'imaginaient même plus, après qu'il ait maté toutes les rébellions des années 60 à années 64, parce qu'il y a eu la guerre de Kanyarwanda dans les années 62 à 64, lorsque les ministres des Affaires de l'Agriculture du gouvernement provincial de la province de l'Est, de la province de Grand Est, comme on pouvait l'appeler à l'époque, je crois un certain Denis Paluku avait décidé que ce sont les Nandés qui doivent diriger et pas d'autres personnes, et qu'il avait stigmatisé la population Banyarwanda parce qu'il craignait les poids démographiques de Banyarwanda dans les Massissi, ainsi qu'à Goma et dans les Nirangongo. Et c'était la partie qu'on pouvait considérer comme la partie qui était la plus paradisiaque à l'époque. Et il estimait qu'il devait avoir le contrôle économique, le contrôle des terres, et poser la candidature dans le cadre des élections communales à tous les échelons. C'était difficile d'écarter des gens comme les Rwakabuba et consorts, du moment que la population Tutsi était non seulement nombreuse à cause de ce qui était venu dans les années 30 jusqu'aux années 50, c'est-à-dire des transplantés, mais elle était aussi sur le plan économique forte. Vous comprenez, dans cette guerre-là, il y a eu des conflits. Mais Mobutu à l'époque, avec son ministre de l'Intérieur, qui était à l'époque le pauvre Étienne Tshisekedi Wamulumba, ils se sont battus pour pouvoir recoller les morceaux, puisqu'on avait à une époque ici, à l'est du Congo, 21 provinces, à cause de cette histoire de Banyarwanda, Baroudi et Kwabo. Vous voyez, il n'y avait personne qui acceptait, c'est-à-dire les Houndés n'acceptaient pas d'être dirigés par les Nandes, les Nandes n'acceptaient pas d'être dirigés par les Hutus, les Tutsis de Banyarwanda, donc en général. Les autres, donc il y avait l'Est a toujours été un lieu où les vivre ensemble n'a jamais été si aisé. Vous comprenez? Et là, je parle, Kagame n'est pas encore né. Vous comprenez? Il est né, mais en tout cas, il a peut-être 9 ans ou 5 ans. Donc, il n'est pas encore l'homme qu'on considère comme étant la cause principale de nos problèmes. C'est déjà le mal vivre ensemble entre nous-mêmes Congolais. Oui. Et voyez, maintenant, voyez cette parce étape. que vous étiez en train de m'expliquer comment est-ce que une quête de démocratie pouvait déboucher sur... Mais maintenant, le problème, c'est lequel? Ouais. Quand Mobutu restaure l'ordre et la paix à l'Est, il met tout le monde ensemble dans sa philosophie de Zaïre, il boke bomoko, tata bomoko, mokonzi bomoko. Comme il était craint grâce à la dictature, personne n'a bougé pendant les 30 ans, vraiment de façon significative. Mais à partir, vous allez observer, à partir des années, du début des années 90, nous commençons la CNS. Donc, vous allez constater que la paix, justement, à l'Est, commence sérieusement à être troublée, et de vouloir vivre ensemble, et que Mobutu a essayé de construire, c'est-à-dire la nation qu'il a essayé de construire
à l'Est et notamment, pendant 30 ans, commençaient à s'effriter. Parce que déjà à la conférence nationale souveraine, les rois Kabouba, qui sont les pères de l'indépendance, parce qu'ils étaient à la table ronde, ont été boycottés par les autres groupes ethniques de l'Est qui ont estimé qu'ils ont une nationalité douteuse. Vous comprenez? Et là, la nationalité commençait à être replacée au centre et Mobutu affaibli par la démocratie. Vous savez comment la CNS c'était l'euphorie. Les gens qui découvrent en fait la liberté et chacun y allait un peu de son verbe le plus haut possible et le plus aîné possible. Et Mobutu qui était en fait un rassembleur dans un premier temps lors des dictatures, au moment des démocraties, on sent un affaissement, un affaiblissement de sa volonté d'unité parce qu'il a besoin à ce moment-là de suffrage. Or, le suffrage, s'il est à 70% est né. Faites comment? Vous comprenez? Puis là où je trouve que la démocratie n'est pas toujours une bonne chose, dans la mesure où elle affaiblit l'État. Elle a, ici en Afrique, notamment chez nous, elle a affaibli l'État et elle a permis que toutes les velléités aînées puissent s'exprimer. Bon, c'est les prismes sur lesquels vous parlez, mais il se peut aussi qu'il y ait un problème des citoyenneté, parce que Mobutu avait peut-être l'avantage d'avoir un pays uni, mais il n'avait peut-être suffisamment dans l'indépendance d'esprit du citoyen qui craignait. Et donc, lorsque il a commencé à baisser en force, et donc ça aussi, un peu comme vous disiez, l'a libérer tout ce qui pouvait l'être, et peut-être de manière désordonnée. Mais ce que je voudrais aussi qu'on puisse retenir, c'est que cette période correspond aussi à une vague au niveau mondial. C'est vrai qu'est venue la perestroïka et même la vague des conférences nationales souveraines en Afrique. Et pour ce qui concerne particulièrement la région des Grands Lacs, les États-Unis étaient aux manettes et ont voulu refaire les leaderships dans cette région autour du président ougandais Kaguta Museveni, qui était l'homme autour duquel devrait rayonner les Grands Lacs. L'autre question aussi qu'on peut se poser, est-ce que dans quelle mesure les nations africaines sont-elles responsables de leur destin? Bon, tout d'abord, par rapport à ce que vous venez de dire, du fait que, parce que vous avez évoqué que Yoweri Museveni était devenu l'homme fort, en fait, les Américains voulaient refonder un peu les équilibres géopolitiques au niveau régional, peut-être chasser la France et tout ça, essayer d'accélérer l'action autour des personnes fortes, mais qui ne seraient plus Mobutu, qui seraient notamment Museveni, et peut-être c'est ça qui a déstabilisé ou en fait troublé la paix ici. Mais c'est une théorie conspirationniste que vous pouvez lire chez Mbanda, que vous pouvez lire chez Onana, qui a fait une Bible que nous considérons comme état de la haine, pour nous du collectif, puisqu'il a mis au centre de ce complot un peuple, un seul peuple, c'est-à-dire les Tutsis, qu'il considère comme les mâles en fait, dans la région, puisqu'il dit que toutes les guerres naissent d'eux. Vous comprenez un peu? Donc il a essayé d'incriminer toute une race, d'après lui, qui serait en fait une race comme des diables de la République, quoi. Partout ils sont. Nous essayons de comprendre les causes de l'instabilité dans les Grands Lacs. Le problème qui est là, c'est qu'il est possible que certains pays comme l'Ouganda, comme le Rwanda, comme le Kenya, soient les relais des intérêts des Occidentaux ici au Congo, mais il faut savoir que chaque État a aussi ses propres intérêts. Même lorsqu'ils servent les intérêts des autres, ils ont leurs propres intérêts. Et je pense, à mon humble avis, que les pays comme l'Ouganda, les pays comme le Rwanda, qui craignaient la déstabilisation en partant du Congo, ont jugé, ça c'est mon analyse, ont jugé bon d'intervenir au Congo d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce qui peut-être aussi a permis que s'il y a des intérêts extérieurs, qu'ils puissent passer par eux. Puisque regardez, il y a eu un mouvement transfrontalier. Après 1994, il y a eu ce qu'il y a eu au Rwanda, le génocide des Tutsis. Il y a eu un mouvement transfrontalier. D'ailleurs, c'est la cause profonde de notre déstabilisation à l'Est, c'est celle-là. Ces mouvements transfrontaliers, c'est quoi? C'est constitué d'une diaspora génocidaire. C'est-à-dire des gens qui ont pilé le bébé dans les pilons, des gens qui ont éventré des femmes enceintes, qui ont commis des crimes ignobles
et les crimes les plus graves du droit international ont traversé chez nous. Et ces mouvements, vous vous rappelez aussi que le Congo, les Zaïre de l'époque n'en avaient jamais voulu et qu'il lui a été imposé. Bien sûr, ça c'est une version que les Mobutus ont toujours donnée pour essayer de se dédouaner. En réalité, Mobutu, qui était en perte de vitesse après la mort d'Abiyarimana, qui avait très peur que cela lui arrive et qui pressentait, qui sentait les souffres, avait besoin aussi à un moment que cela se passe ici pour qu'il rentre au centre des jeux diplomatiques. Qu'il avait besoin de créer un génocide. Non, pas de créer, c'est-à-dire qu'il avait besoin d'accepter les gouvernements du Rwanda, des Biarimana qui a fui ici. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que Mobutu avait des liens. Donc vous pensez que ça lui donnait un rôle sur le plan international? Puisque tout le monde est ciblé, ouvre la frontière et tout ça. C'est quelqu'un qui était déjà, après, comme vous avez dit, la perestroïka, après les années 90, quand il y a la perestroïka, les Occidentaux commençaient à chercher à se débarrasser de lui. Vous voyez, parce qu'il ne leur était plus utile. Et subitement, grâce à ces mouvements transfrontaliers, des Interamwe, des phares, ainsi que du gouvernement du Rwanda et de la diaspora génocidaire qui est venue s'installer chez nous, il a joué un rôle central. Parce il aurait pu refuser aussi? Bien sûr que oui. Pourquoi? Il n'aurait même pas pu, mais dû. Parce qu'il avait même déjà commencé à refuser. Kengo a refusé. Il a insisté pour que Kengo accepte. Et Kengo continue toujours à refuser parce qu'il sentait que ceux qui viennent sont même plus armés que notre armée. Vous voyez, on n'allait pas avoir suffisamment donc de troupes pour les encadrer, les éloigner de la frontière. Et c'est ainsi que la France, qui voulait absolument reconquérir les pouvoirs, faire en sorte que ces gens reconquièrent les pouvoirs au Rwanda, parce qu'ils comprenaient, comme vous avez compris, que c'est les Américains qui sont derrière et qui veulent refonder l'ordre géopolitique dans les coins. Donc ils voulaient absolument réinstaller ce gouvernement qui avait fui. Il entraînait des gens dans les camps qui étaient à quelques kilomètres. Les camps de Mugunga, les camps de Katale, et les gens quittaient ces camps pour aller massacrer des Tutsis à Massissi, parce que comme ils ont tué les Tutsis là-bas, ils sont venus, ils ont trouvé la même sociologie, les mêmes personnes. Alors ils ont voulu continuer le travail, ivres de sang de là, ils ont voulu, c'est eux qui ont en fait même altéré les relations entre les Hutus et les Tutsis du Congo, qui vivaient ensemble et qui connaissaient ensemble les rejets des autres. Vous comprenez? Parce que quand on dit Banyarwanda, dans l'ethnie Banyarwanda, il y a les Tutsis, il y a les Hutus et les Twa. Et tous étaient considérés comme une seule et une même personne parce qu'ils parlaient la même langue, ils ont la même culture, la même histoire. Vous comprenez? Mais c'est quand les Hutus là arrivent ici, associés aux Hutus d'ici, ils ont commencé maintenant à créer des groupes pour aller faire des vendettas contre les Tutsis qui étaient à Massissi. Ça a créé un mouvement transfrontalier des Tutsis d'ici maintenant vers le Rwanda. Vous comprenez? Et c'est ces groupes-là qui reviennent en 96. Vous comprenez comment... Attendez, on est parti. On voudrait d'abord circonscrire les cas du génocide qui s'est passé au Rwanda. Logiquement, lorsque les Interamwe et les proches des Abiyarimana ont quitté leur pays, le Rwanda, vers la RDC, cette fameuse zone turquoise créée par la France, il n'était pas de la responsabilité du Zaïre de l'époque de pouvoir bouger ces gens, parce que à ce moment-là, c'était maintenant aux instances internationales de les déplacer. Et je pense que les Zaïre avaient même plaidé pour que ces gens soient déplacés de là et qu'on les amène ailleurs. Ça, c'est une chose qu'il faudrait quand même retenir. Mais en même temps, comment est-ce qu'on peut en vouloir à des gens qui ont été chassés du régime de reprendre leur pouvoir? C'est-à-dire quoi? Le problème, c'est qu'à ce moment-là, le monde entier se rend compte que ce n'étaient pas des enfants de cœur. Voyez-vous, c'est-à-dire qu'entre mars, si ma mémoire est bonne, et juillet, ou avril, ou, en tout cas, vous savez, 94 et juillet, il y a eu plus ou moins 800 000 morts. Pour l'exemple, tués, 800 000 Tutsis tués. Et il y a eu même des Hutus modérés qui ont été tués, comme la première ministre du Rwanda, qui a été massacrée. Vous comprenez? Et ces gens qui ont commis de tels actes, c'était en fait des criminels, ce n'étaient pas des simples réfugiés. La majorité de ceux-là qui étaient criminels devaient être en réalité traduits devant la justice, parce que vous vous rappellerez même qu'à un moment, il y avait eu un tribunal international qui a été créé à Arusha pour statuer sur ces crimes-là. Ça, c'est de un. De deux, il faudrait comprendre une chose. Quand les gens viennent, ce n'est pas question de les encourager. Vous êtes conscient
que vous avez pris part, vous avez vu les génocides se commettre. Ce sont des crimes les plus graves, parce que les génocides, c'est un autre monde. Vous comprenez? Parce qu'en ce moment-là, non plus, il n'était pas évident d'établir les génocides. Il a été établi bien après, ou constaté bien après. Mais à ce moment-là, c'était Tutsi ou tout, toi qui mourais indistinctement. Parce que on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas de victimes ou tout non plus dans ces massacres. L'avantage de ces génocides-là, c'est qu'il y a eu un tribunal qui a travaillé dessus. On connaît les noms des gens. Je parle, ça c'est après coup. C'est-à-dire que là, dans la chaleur de l'action, il était difficile. Non, parce que la radio Mille Collines, qui était l'organe de propagande des Interahamwe, et qui sont des jeunes gens qui avaient pris les armes un peu comme aujourd'hui, on peut prendre les jeunes de vigilance, les forces du progrès, vous comprenez, des choses comme ça, qui avaient pris des armes contre cette communauté. La communauté ciblée était connue. Il y a des victimes collatéraux qui étaient des Hutus, parce qu'un Hutu qui protège par exemple un Tutsi, quand on détecte que si vous avez gardé un Tutsi chez vous, vous passez, mais vous n'êtes pas ciblé. Vous comprenez? C'est pourquoi on appelle ces génocides les génocides contre les Tutsis, parce que c'est eux qui étaient nommément ciblés comme un groupe humain à éliminer et à éradiquer. Maintenant, vous voyez dans cette euphorie, vous avez, comme je vous vois, vous avez un Tutsi chez vous. Vous allez pas les chasser. Les Hutus seraient peut-être des dommages collatéraux. Les Hutus, bon. Maintenant, ceux qui ont fui, oui. C'était pas les modérés, justement. Puisque vous vous rappelez que Twagiramungu, je sais aussi, ou non, pas Twagiramungu, mais je crois Bizimungu, c'est lui qui était, quand le FPR prend le pouvoir, le premier chef d'État, c'était même pas Kagame. Oui, mais on a compris les jeux que Kagame avait joué à l'époque. Oui, mais c'est pour vous dire que même au sein du FPR, il y avait quand même des Hutus. Donc c'était pas une rébellion exclusivement Tutsi, même s'ils portaient les revendications Tutsi. C'est ça qu'il faut aussi comprendre et relativiser à ce niveau-là. Et ceux qui ont fui, c'est parce qu'ils avaient à se reprocher de ce qu'ils viennent de faire. Il n'appartenait pas à la RDC de les accueillir et de les laisser à côté de la frontière. Et c'était donc notre responsabilité, contrairement à ce que vous pensez, de pouvoir empêcher... Vous savez qu'à partir du moment où les ressortissants d'un État traversent vers un autre État, ils sont à ce moment-là à la disposition du HCR. Qui coopèrent avec l'État de oui, ils sont à la étaient armés. Les HCR n'avaient aucun moyen de les désarmer. Ces gens qui étaient armés dans les camps des réfugiés de Mugunga, de Katal et consorts, qui étaient puissamment armés. Je vous ai dit ici qu'ils étaient même plus armés que notre armée. Oui, bien sûr, dans cette partie-là du territoire. Mais vous comprenez, je pense que vous avez compris les contextes dans lesquels les Français avaient joué leur partition. Et évidemment, la RDC, enfin les Zaïre de l'époque, ne cherchaient pas nécessairement à s'offrir comme cadre de ces drames, mais parce que les Zaïre étaient simplement voisins du Rwanda, donc logiquement. C'est pas les seuls voisins. Oui, mais c'était les voisins vers lesquels pouvaient se déverser la grande partie de ces gens. Parce qu'il y en a eu ailleurs, quand les Kagame, ils viennent de l'Ouganda. Donc il y a eu aussi d'autres déplacements dans d'autres pays. Mais il est vrai que la RDC, enfin les Zaïre, à ce moment-là, étaient les mieux peut-être indiqués pour accueillir les plus des déplacés, des réfugiés. Bon, mais toujours est-il que c'est ça qui est à la cause profonde des gens de l'Est. Parce que vous avez constaté que depuis 1994, parce que vous avez dit 30 ans, jusqu'à 2004, ça fait 30 ans. Vous allez voir que l'Est n'a plus connu la quiétude d'avant. Ouais. À l'époque, avant, on vivait avec les Tutsis, même à Kinshasa. On a étudié avec eux. On ne les a jamais indexés comme Tutsis. On les voyait seulement comme des gens de l'Est. Parce que c'est une des causes. C'est l'une des causes. Ce n'est pas que la cause. Parce que je voudrais quand même qu'on puisse faire un peu le tour de la question. Mais parce que vous l'évoquez, bien, allons-y. On se rend compte que cette déstabilisation des Grands Lacs a quand même un lien avec des communautés. Vous le constaterez aussi bien en Ouganda, au Rwanda et en RDC. Le Congo, les Zaïre d'avant, c'est à ce moment-là que, en même temps qu'on parlait AFDEL, que
on a découvert où les Banyamulenge, où ils ont été mis en exergue à la faveur de l'AFDEL, jusqu'à ce que Laurent Désiré Kabila révèle que ses compagnons de lutte ou des combats, les libérateurs, étaient en fait des étrangers, des Rwandais. Je pense que l'histoire retient, c'est là aussi cette déclaration, maître. Hein? Alors, est-ce que on peut considérer que cette instabilité dans la région des Grands Lacs a été instrumentalisée pour permettre à une communauté de pouvoir prendre le contrôle de toute une région? D'abord, ça serait laquelle? Quelle serait la communauté qui peut prendre le contrôle de toute une région? Mais je pense que lorsque Laurent Désiré Kabila parlait de Rwandais, à ce moment-là, on connaît bien qui était au pouvoir à Kigali. Mais et qui n'a pas encore changé à ce jour. Vous parlez d'un gouvernement étranger qui prend le contrôle du Congo ou d'une communauté congolaise ou qui prend le Non, il avait bien parlé des étrangers. Il avait parlé des Rwandais. Bah alors là, je vais répondre. Vous voyez, il y a beaucoup de fantasmes dans cette histoire qui consiste à créer absolument un ennemi pour se présenter comme un protecteur. Vous savez, la vérité c'est quoi? C'est que l'autre en difficulté sur le plan interne. Laurent Désiré Kabila. Et en difficulté avec ses protecteurs, ceux qui l'ont en fait amené au pouvoir. Pour des raisons que nous, le peuple congolais, nous ignorons. C'était qui? Laurent Désiré Kabila. Non, je parle de ses protecteurs. Le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Vous savez comment les triumvirats s'est constitué pour placer Kabila au pouvoir. Ce n'était pas son armée, c'est l'APR, l'armée patriotique rwandaise à l'époque, c'est comme ça qu'on l'appelait, ainsi que l'armée d'Ouganda et l'armée de Burundi qui l'ont porté au pouvoir. Qui ont fait, c'est vrai qu'il a qui ont cheminé avec lui jusqu'à Kinshasa. En fait, ils l'ont porté parce qu'il a recruté des jeunes gens, mais qui n'étaient pas vraiment faits au métier des armes. Mais ce qui était vraiment comme une armée organisée, c'est la raison pour laquelle, arrivé ici, il avait dissous l'armée. Il avait nommé James Kabarebe comme chef d'état-major général d'une armée en fait qui n'existait pas. Puisque l'armée était dissoute. Il fallait construire une armée. Vous comprenez? Et il savait très bien que James Kabarebe n'a jamais revendiqué la nationalité congolaise. Et il avait nommé James comme chef d'état-major en tant que Rwandais. Vous comprenez? Pour qu'on l'aide à former une armée nouvelle. Et lorsqu'il s'est brouillé avec eux, pour des raisons que lui connaît, que le peuple congolais ne connaît pas, il avait donc beau jeu de présenter au peuple un ennemi extérieur pour se présenter comme un protecteur, comme un paravent. Et à partir de ce moment... Il pouvait faire autrement, parce qu'à partir du moment où... Non, c'est le populisme. Ses partenaires politiques, somme toute, c'était des étrangers. Et non, attention. Tutsi n'est pas égal étranger. Non, nous parlons de l'APR. Il a appelé par exemple des gens comme mais c'est ce que vous venez de dire ici. L'APR l'a placé au pouvoir. Mais c'est ce que vous venez de dire. Avec les Burundi et l'Ouganda. Oui, mais Laurent Désiré Kabila a appelé, et même Tshisekedi de heureuse mémoire, avait dit à Laurent Désiré Kabila, mon frère, renvoyez-les chez eux, s'il faut leur payer ce qu'on leur doit, on va leur payer. Et nous, on va rester... Bon, je schématise. C'était quelque chose comme ça. Ça voulait dire que... Vous avez raison. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y avait des groupes. J'ai dit ici, il y avait l'armée rwandaise, l'APR, l'armée patriotique rwandaise, il y avait l'armée ougandaise, il y avait l'armée burundaise, qui ont décidé parce qu'ils craignaient d'être déstabilisés. C'était le pouvoir qui venait à peine de s'établir et qui craignait que les forces que le Congo entretiennent ici puissent revenir là-bas. Il faut bien comprendre d'où est parti les craintes. Parfaitement. Pour les déstabiliser. Alors ils ont fait une guerre préventive en fait. Et ils ont profité de quoi? De la présence des Congolais qui avaient fui les massacres des Interahamwe ici, là-bas. Vous comprenez? Les Banyamulenge qui ont fui, qui ont été chassés en 1995 à la suite d'une résolution de l'HCRPT après la commission Van Mambweni, qui avait décidé de renvoyer tous les Tutsis du site Kivu chez eux. Et tous ces Congolais qui étaient là-bas comme réfugiés sont rentrés aidés par les Rwandais. C'est-à-dire il y a des groupes, il y a des Congolais Tutsis, réfugiés, ayant fui les massacres ici, qui rentrent. Les cas de Banyamulenge, qui sont des Congolais, et ils sont des Congolais, pourquoi? Parce qu'ils sont ici depuis 1700. Vous voyez, bien avant l'arrivée des Belges. On va y arriver. Qui sont des Congolais, ils rentrent. Il y a des Tutsis, des Massissi, qui ont connu des affres
parce qu'il y avait des vendettas qui organisaient les Interamwe et les FAR avec les Hutus du Congo qui étaient des Magrivi, qui attaquaient les Massissi, et ces Tutsis ont fui. Et ces Tutsis revenaient chez eux, encadrés par les Rwandais. Quand on dit renvoyer-les, il ne s'agissait pas de renvoyer les Banyamulenge, ni les Tutsis congolais ou les Congolais Tutsis. Les Rwandais sont effectivement partis, c'est-à-dire James et son équipe qui était ici est partie. C'est après qu'il y a eu des massacres, souvenez-vous, en 98, on a commencé à attraper des civils Tutsis partout à la cité, on les a menés... 98, ce que vous n'avez peut-être pas aussi indiqué, c'est que en 98, il y a eu un raid des James... Mais je vous explique comment ça a commencé justement. Lorsqu'on a commencé à tuer des Tutsis, puisqu'ils sont allés dans les camps, ils ont vu qu'il y avait d'autres qui sont restés. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Non, mais nous sommes chez nous. Puisque les Bizimakara, les Roubéras sont des Congolais, il y avait déjà comme des James, des Roger, un certain Massassou, commandant Massassou Nindaga, qui était Congolais, il était donc resté. Mais puis, subitement, on dit, mais vous, on a déjà chassé le Rwandais, vous faites quoi? Parce que dans cette stéréotype qui veut que quand on est tous, qu'on soit Rwandais. Non, mais nous sommes chez nous. On a attrapé certains, ceux qui ont pu s'échapper, ils sont allés réformer une rébellion, et cette rébellion a attaqué. Mais ce n'est pas qu'on a d'abord attaqué et puis on a massacré, non. Les massacres qui se sont commis dans les GLM, vous vous rappellerez qu'à l'époque, Emma Bonino et commissaire européen a interpellé le gouvernement de l'époque pour dire pourquoi vous tuez des Tutsis. Vous voyez? Et Kabila s'en moqué. Et c'est ça qui a fait que les autres qui ont pu échapper à la mort sont revenus par la force à travers les RCD. C'est-à-dire, il y a un problème au Congo. Nous ne comprenons pas d'où partent les problèmes. On voit toujours où ça finit. Mais quand ils ont attaqué, effectivement, ils ont échoué. Mais maître, aidez-nous à comprendre. Vous dites que le pouvoir Tutsi... je ne veux pas faire donner des étiquettes comme ça. Le pouvoir des Kigali, appelons-le comme ça. Et les pouvoirs de l'Ouganda et de Bujumbura, donc Kampala, Bujumbura et Kigali, ont voulu maîtriser, contrôler Kinshasa. Ont voulu contrôler Kinshasa parce que Kinshasa est voisin et qu'on craint que si on ne contrôle pas bien les voisins, que la déstabilisation de nos régimes commence par là. Alors, mais il s'est fait que, selon ce que vous dites, il y ait des communautés, la communauté au pouvoir, à Kigali par exemple, ou à Kampala, a une forme de similitude, avec des communautés en République démocratique du Congo. Et en fait, vous dites, il faut faire la part des choses entre ceux qui sont venus de Kigali pour faire la guerre avec Laurent Désiré Kabila et ceux qui étaient au Congo avant que ceux qui sont venus de Kigali ne prennent le pouvoir. Oui, puisque nous sommes des communautés frontalières. Les communautés sont des parts et d'autres de la frontière. On a des Tutsis au Congo, on a des Tutsis au Rwanda, on a des Tutsis en Ouganda, on a des Tutsis en fait, on a des Banyarwanda. Je n'aime pas trop. On a des Banyarwanda. Oui. Parce que les Banyarwanda. Les Banyarwanda signifie simplement les gens qui parlent les Kinyarwanda. Le quitter de langue Kinyarwanda. Oui, oui, il faut dire ça parce que. Il y en a ici, il y en a en Ouganda, il y en a au Rwanda, au Burundi et dans une certaine mesure aussi en Tanzanie. Vous voyez toutes ces communautés-là, c'est transfrontalier et nous sommes tous dans ces communautés. Ce qui fait que lorsqu'il y a des soubresauts dans un pays voisin qui touche une communauté, il y a un impact direct ici. Oui. Puisqu'ils font partie d'une nation. Ce sont les Belges qui les ont séparés arbitrairement en mettant des frontières. Vous comprenez? Maintenant, le problème, c'est qu'il n'y a que les Banyarwanda du Congo, ça je voudrais vous faire remarquer, qui ont du mal à être intégrés par les autres communautés. Voilà, nous allons parler parce que... Pourquoi pas en Ouganda, pourquoi pas au Burundi, le problème ne se pose pas seulement ici. Parce qu'il y a un problème de rejet. On veut associer absolument tous les Banyarwanda du Congo au régime du Rwanda. Mais maintenant, ça dépend. Bon, je ne veux peut-être pas en arriver là pour l'instant, mais quelle est l'attitude de ces communautés à l'égard du pouvoir du pouvoir central, non, je veux dire à l'égard du pays, c'est insensé. Parce que on peut avoir ce qu'on appelle irrédentisme.
C'est-à-dire un pays a une communauté dans le pays voisin. Et à cause ou grâce à cette communauté, il a une forme de droit de regard. Et il est même déjà arrivé dans l'histoire, et ça même Hitler l'a déjà fait, d'annexer une partie, si j'ai bonne mémoire, de la République tchèque. Voilà. Parce que les Sudètes, oui. Parce que il y a une communauté germanique, germanophone. Voilà, germanophone. Quel est le regard que Kigali a sur le rwandophone congolais, pour prendre vos propos, et quel est le regard que eux, ils ont sur Kigali? Voilà. Déjà, je vous informe que les regards des rwandophones du Congo, c'est Kigali ne peut exister que dans la mesure où nous on les rejette. Parce qu'en réalité, je ne vois pas pour quelle raison, des gens comme des Banyamulenge qui sont au Congo depuis les années 1700, et pour beaucoup qui n'ont jamais même été au Rwanda, et quand tu vois même la situation du mont Itombo et des Minembwe et consorts, c'est dans au plus ou moins 500 km à l'intérieur des terres congolaises. Donc beaucoup n'ont découvert Kigali que lorsqu'ils ont été chassés en 95. Vous comprenez? Donc ils sont congolais, les Banyarwanda sont congolais, ils ont donné toutes les preuves de leur congolité. Malgré cela, ça ne tient toujours pas. Ils ont même donné une miss à la nation. Ils ont, à travers la danse Intore, apporté un rayonnement à notre culture. Il y a eu même de tous ceux qui ont été des représentants de la beauté congolaise dans le monde. Malgré tout ça, on les colle toujours l'étiquette des rentrer au Rwanda. La miss dont vous parlez, il s'agit de la fameuse Benita chantée par Osimbi Label, voilà. qui a été reconnue Miss Monde à Miami. Ils ont donné des officiers valérés à notre armée. Mais pourquoi il y a toujours ces soupçons-là. Maître. Attendez, je termine là, c'est une question pertinente. Oui. Parce que l'impression que ça peut donner cette question, c'est qu'il y a des gens qui sont irréductibles, comme tu as dit, l'irrédentisme. C'est-à-dire que c'est comme si nous voulons absolument que ces gens-là soient rwandais, quoi qu'il en coûte, quoi qu'ils fassent. C'est-à-dire qu'un Tutsi, un Mounia Rwanda, qui soit Hutu, qui soit Tutsi, qui est au Congo, est toujours soupçonné d'avoir une double allégeance congolo-rwandaise. Et c'est encore plus grave pour les Tutsis parce qu'ils portent leurs problèmes sur la faciès, sur les faciès. C'est-à-dire, de par son visage, on veut absolument qu'il soit... Mais ils ne sont pas. Qu'il ait une parce que vous voulez qu'on en parle. Mais ils ne sont pas la seule communauté frontalière en RDC. On en a autant. Mais justement, la question, vous la posez à l'inverse. Il faut plutôt poser la question, pourquoi nous ne donnons pas les sentiments à ces gens-là, qui sont congolais, pour qu'ils n'aient pas de regard ailleurs? Puisque le problème, ce n'est pas eux, c'est nous qui devons les accepter. Et ils ne peuvent pas ne pas être comme Dieu les a créés. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas grossir leur nez subitement. Vous comprenez? Et changer leur morphologie. Non, mais cette question-là... Et puis, je vous dis une chose. Il y a combien de Tutsis? Si vous avez déjà réfléchi, il y a combien de Tutsis au Congo? Sur les 105 millions de Congolais, ils ne sont même pas 5 millions. Ils ne sont même peut-être pas 1 million. Oui, et mais... il y a tellement d'espace. Attendez, je vais en venir. Il y a tellement d'espace au Congo. Il y a tellement... Parce que c'est 2 millions. Le Congo, c'est 2 345 409 km². Vous vous rendez compte? C'est un continent. C'est grand comme 15 pays européens. Donc, on peut prendre l'Europe de 15. C'est ça, le Congo. Mais nous n'arrivons pas à absorber une population de moins d'1 million et on estime que c'est par leur faute. Non, mais là, vous êtes en train de parler de qui? Parce que je pense bien que cette question n'est peut-être évoquée que par ceux qui cherchent la petite bête ou ceux qui voient des ennemis partout. En ce sens que vous n'avez pas aussi oublié d'indiquer que nous sommes 450 tribus en République démocratique du Congo et que la question Banyamulenge ou Banyarwanda congolais ou Tutsi congolais ne devrait pas être posée de manière spécifique. C'est peut-être parce que on a vu lorsque Kigali a noyauté le régime Afdel, que à ce moment-là, cette communauté a pris le devant de la scène.
c'est comme s'il y avait une forme de collusion intellectuelle ou d'intérêt avec ce qui s'est passé, c'est-à-dire les pouvoirs téléguidés de Kigali qui a amené Laurent Désiré Kabila à Kinshasa. Alors comment voulez-vous qu'on ne puisse pas les considérer comme étant le cheval de Troie par lequel l'ennemi entre dans le pays? C'est un stéréotype dangereux. Expliquez-nous. De les considérer comme cheval de Troie, tout simplement parce que d'abord, Kigali n'a aucun moyen d'annexer le Congo. Ça, il faut le savoir. Il y a beaucoup trop de fantasmes. Non, non, je ne parle pas de... Ah non, annexer le Congo. Ou même d'annexer le Kivu, parce que je t'informe déjà que rien que les Kivu, ouais. C'est 4 fois. Oui, 4 exactement. Fois. Non, je ne parle pas d'annexer. Moi, je parlais de contrôler. Parce que... il n'y a même aucun moyen... Non, attendez. Dans la géostratégie... Je vais vous dire une chose. Si le Rwanda veut contrôler le Congo, il ne passera pas par les Tutsis. Tout simplement parce qu'ils sont très minoritaires. Il y a dans les Banyarwanda, il y a aussi des Hutus. Pourquoi la même accusation, on ne le fait pas aux Hutus? Est-ce que vous êtes à mesure aujourd'hui de me dire quels sont les nombres de Hutus rwandais qui sont au Congo? Puisque quand ils sont venus à plus ou moins 2 millions, on n'a jamais fait le recensement de ces gens. Et ils peuvent être dans notre armée, ils peuvent être dans notre gouvernement, ils peuvent être dans nos services de sécurité, de renseignement. Qui vous dit que tous ces Hutus qui sont là-bas ne sont pas des chevaux de Troie? Il n'y a que des Tutsis. Vous voyez déjà même le fait de vouloir les considérer que des Tutsis comme des chevaux de Troie, alors qu'ils sont une même et seule ethnie avec les Tutsis. Et il y a des Hutus aujourd'hui au Rwanda qui vivent en paix et en bonne intelligence avec les Tutsis au Rwanda. Il n'y a pas de problème de conflit ethnique au Rwanda. Et ce qui vous dit qu'il n'y a pas de Hutus qui sont ici comme espions? Pourquoi il faut que ce soit un Tutsi? Vous comprenez, il y a un problème. C'est ce que moi j'appelle les stéréotypes qu'il faut combattre en fait. Ce sont des stigmatisations. Donc un Tutsi n'est pas seulement son faciès. On peut estimer que même s'il va de baigner, on peut estimer qu'il est à mesure de donner des informations à Kigali pour que Kigali contrôle. Et on a fait de Kigali un monstre pour les Congolais. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas parce que je vous dis déjà que le Rwanda, c'est 26 000 km. C'est le meilleur ami de la RDC. C'est 26 000 km². 26 000. 13 millions de gens. Mais vous savez... Est-ce que vous pensez qu'un pays... Maître, non, raisonnons vraiment en non, moi je ne voudrais pas vous interrompre. Mais ma propre... Moi je crois qu'il y a... Mon intime conviction en ce qui concerne cette histoire du Rwanda, mon intime conviction c'est que nous devrions avoir honte d'avoir pour adversaire le Rwanda parce qu'il ne mérite pas d'être l'adversaire de la RDC. Si quelqu'un devrait annexer l'autre, eh bien c'est le Congo qui devrait annexer le Rwanda. Je ferme une parenthèse. Allons-y. Ouais. C'est-à-dire que c'est Rwanda. Ça veut dire Rwanda est devenu l'épouvantail, l'esquisse de tout. Si on échoue dans la gestion de la chose publique en interne, c'est la faute au Rwanda. On impute ça au Rwanda. S'il n'y a pas de route au Bas-Congo, c'est la faute au Rwanda. Même lorsqu'un jeune homme n'arrive pas à doter sa femme. Voilà, madame, monsieur, nous allons faire une pause. Là, vous comprenez, le sujet est tellement abondant. Nous vous remercions déjà pour l'attention que vous nous avez accordée. Nous vous promettons de vous revenir prochainement avec la suite de cette émission. Merci et à très bientôt.